Bonjour, je vous propose un nouveau tuto Swing pour apprendre à coder un composant graphique de type lien hypertexte. Effectivement, si on regarde les documentations de la librairie Swing, on n'a pas de composant de cette nature-là qui est proposé par défaut. Donc si vous en avez besoin d'un, soit vous en téléchargez une implémentation sur Internet, soit vous codez votre propre classe. On va voir comment coder un composant de cette nature. Alors pour information, les exemples de code que je vais vous proposer sont disponibles directement sur le site. Donc vous allez sur cours.fr, vous allez dans la section Java, puis dans la sous-section relative à Swing, et donc vous y retrouverez tout le tuto, et notamment cette page qui vous montre donc notre composant de lien hypertexte. Alors pour information, dans la librairie Swing, toutes les classes de composants graphiques commencent par J. Bon, c'est comme ça. Nous, au niveau de nos composants, j'ai proposé de les appeler K. Quelque chose. D'accord, le K, c'est pour faire référence à cours. Pourquoi pas? Allez, c'est un petit clin d'œil à Swing. Et donc, sur cette page, vous retrouvez le composant K-Link. Alors, visuellement parlant, voilà à quoi ça va ressembler. C'est un composant assez classique et maintenant on le voit de plus en plus sur pas mal d'interfaces graphiques. Donc, ça se présente comme un lien hypertexte et puis ça permet de lancer des petites actions. Bon, c'est pas complètement un bouton, ça se comporte comme un bouton, mais ce n'est pas un bouton. D'accord? Un bouton a un détourage, comme on peut le voir sur les boutons Connect ou Cancel à ce niveau-là. Donc très bien, on veut ce type de composant graphique. Comment pouvons-nous en créer un? Donc regardez, moi je vais plutôt vous proposer les exemples directement au travers d'Eclipse. Donc ici, j'ai ma classe K-Link. Donc elle est dans le package fr.cours.swing, pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qu'un K-Link? C'est un JLabel. Donc nous avons affaire à un label. Alors pourquoi je n'ai pas pris un bouton? Pour ne pas avoir le détourage. J'ai fait simple, j'ai pris un JLabel. Bien entendu, j'ai un constructeur ici qui me permet de créer un K-Link à partir d'une chaîne de caractères. Alors, si je reviens sur le visuel, on est bien d'accord. Un lien hypertexte, souvent il y a une couleur qui lui est associée et puis le texte est souligné pour voir qu'on peut avoir une action. On peut même, quand on place la souris par-dessus cet élément-là, avoir le curseur qui change. J'ai essayé de gérer ces différents aspects. Alors, première étape, j'ai voulu souligner le texte. Alors pour ce faire, j'ai utilisé une possibilité de Swing intéressante. Swing, c'est faire du rendu HTML. À partir du moment où votre texte commence par un tag HTML, c'est une condition sine qua non, il va essayer d'avoir un rendu visuel en tenant compte des différents tags. Ici, moi, le seul tag qui m'intéressait, c'était le tag U pour avoir un underline. Si vous faites ça, normalement, vous avez le texte qui est souligné. Alors, pour autant, la couleur n'a pas changé. Si je veux avoir cette couleur-là, du coup ici, j'ai choisi d'avoir une constante. Elle s'appelle link color, elle est bien static final. Et donc ici, j'ai choisi un bleu. Pour ce qui est de la couleur, vous prendrez bien la couleur qui vous conviendra le mieux. Dans tous les cas, ici, on fait un this.setForeground et donc on change la couleur de notre lien. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On change le curseur. Ce que je voulais, c'était avoir un curseur de type main. Regardez, là, je suis sous Eclipse, bien entendu, mais ce n'est pas très grave. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Regardez, quand je me place sur quelque chose, vous voyez, vous avez le texte qui devient un lien, il est cliquable, et puis vous avez surtout le curseur de la souris qui change. Là, vous voyez, c'est le curseur texte. Là, automatiquement, ça devient la petite main avec le doigt. Si vous voulez avoir ce curseur-là, vous le dites. Donc ici, je veux un hand cursor, une main. Ensuite, il y a l'aspect focusable. Alors, à quoi ça correspond? Quand vous avez des composants graphiques, certains d'entre eux peuvent prendre le focus. Si j'imagine là les 8 premiers composants graphiques qu'on a au niveau de cette interface, j'ai 4 labels, et j'ai 4 zones de texte. Là, c'est un grid layout en vérité que j'avais utilisé pour faire cet écran-là. Et donc, du coup, le premier composant, c'est celui-ci. Celui-ci n'est pas focusable. Donc, du coup, le focus est automatiquement mis sur celui qui suit parce que lui, il l'est. C'est une zone d'édition de texte. Je peux mettre le focus sur ce composant-là. Donc, par défaut, un JLabel n'est pas focusable. Quand j'ai la main sur ce composant-là, si j'appuie sur la touche Tab, je vais passer au suivant. Le suivant, ce serait ce composant-là. Alors attention, là c'est une capture d'écran, donc je ne peux pas faire la démonstration, mais croyez-moi sur parole. Et donc en cliquant sur Tab, je passerai sur ce composant-là. Très bien, je refais un coup de Tab, je vais passer sur celui-ci. Et au fur et à mesure, on passe ces labels. Sauf que quand on va être sur la dernière zone de saisie de texte, si je fais Tab, là cette fois-ci, je vais vouloir venir sur ce composant-là. Et il faut qu'il soit focusable. C'est ce que je dis
en exécutant cette ligne de code. Alors je vais y revenir, je vais le tester dans quelques instants, on va faire un petit exemple de test hein, et on s'amusera à valider ce point-là. Bon, maintenant ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer ou quand on va activer le composant avec le clavier. Comme il est focusable, je peux y arriver par le clavier. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la barre espace? Normalement, ça active l'élément. Le petit problème à avoir choisi un J-Label, contrairement à un J-Button, c'est que sur un J-Label, je n'ai pas de Action Listener. Je n'ai que les interfaces d'écoute, hein, Mouse Listener et Key Listener. Bon, et quelques autres, mais les autres ne m'intéressent absolument pas dans cet exemple-là. Bon, au bémol près du Focus Listener, sur lequel je reviens dans quelques minutes. Mais donc, je peux réagir à un clic souris, je peux réagir à l'appui d'une touche. Le problème, c'est que si je laisse l'utilisateur se débrouiller avec ça, pour pouvoir réagir à l'activation de son lien, il va devoir faire deux gestionnaires d'événements. Donc moi, ce que j'ai préféré dire, c'est non, je vais simuler un Action Listener. On va en recréer un événement de type Action Listener sur notre K-Link. Donc ici, je crée une collection, c'est un vector, qui contient quoi? Qui contient des Action Listeners. Je l'ai appelé Action Listeners. Pourquoi pas? Bien entendu, j'ai rajouté des gestionnaires, des méthodes permettant de gérer ces gestionnaires d'événements. Donc j'ai rajouté un Add Action Listener, comme sur un bouton, pareil, et j'ai rajouté un Remove Action Listener. Bon, dans les deux cas, on va directement modifier le contenu de la collection du vector. Ça, c'est parfait. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis d'enregistrer un écouteur pour un mouse listener, un autre écouteur pour un key listener, et puis comme toutes les méthodes ne m'intéressaient pas, j'ai plutôt choisi un adapteur. Je vous rappelle, un adapteur dérive d'une interface d'écoute, d'accord, mais fournit une implémentation à vide pour chacune des méthodes qu'elle contient. Donc du coup, je dérive d'un mouse adapteur, mais qui est un mouse listener, et je redéfinis uniquement le mouse clicked. Pareil au niveau du key listener. Alors, je fais quand même 2-3 petites choses. Sur un mouse click, au passage, je demande à prendre le focus. C'est-à-dire que si quelqu'un clique sur le composant graphique de type K-Link, il prend le focus, il devient l'élément en cours de sélection. Et puis c'est pareil, si j'appuie sur une touche, le problème c'est qu'il y en a des touches au niveau de mon clavier. Donc moi je veux enclencher une action sur mon K-Link que et uniquement que si la touche appuyée, si c'est espace. Si je n'ai pas appuyé sur espace, j'ignore. Dans les deux cas, si j'ai bien appuyé sur espace ou si j'ai cliqué, je lance une méthode à moi que j'ai appelée Fire Action Event. Elle est ici. Alors c'est vrai que là je l'ai mise publique, mais bon, allez, au pire, je la mets en private. Voilà, comme ça, de l'extérieur, on n'y a pas accès. Et donc, un Fire Action Event, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée un objet de type Action Event à partir de l'événement qu'il a pris en paramètre. Alors là, j'ai utilisé le type AWT Event. AWT Event, c'est la classe mère de tout objet d'événement Swing et AWT. Donc, un Mouse Event, c'est un AWT Event. Et un Key Event, c'est aussi un AWT Event. Du coup, j'arrive à repasser à chaque fois mon événement. D'accord? Donc, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir récupérer des informations sur l'événement. Et donc, je récupère qui l'a généré. D'accord? Je récupère un identifiant directement à ce niveau-là. Et puis, vous aviez un paramètre supplémentaire. Regardez, là, j'ai fait CTRL, SHIFT, espace. Et on voit qu'on peut avoir une commande. Bon, je ne gère pas la commande, donc j'ai mis nul ici. Donc ça me permet de créer un Action Event. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour chacun de mes écouteurs enregistrés au niveau de ma collection, j'invoque la méthode Action Performed. Ce qui veut dire que de l'extérieur, un K-Link se comporte comme un bouton. Et donc, on peut faire des Add Action Listener. Ok, dernier point. Qu'est-ce qui se passe quand le composant prend le focus? Par défaut, un J-Label ne fait strictement rien à ce sujet-là. Donc si je veux avoir une petite restitution visuelle, il faut que je réagisse à la prise de focus. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté un dernier gestionnaire d'événements au niveau de mon constructeur. On est dans le constructeur de K-Link. Et donc j'ajoute un Focus Listener. Cette fois-ci, j'ai bien utilisé l'interface. L'interface ne définit que deux méthodes. Par contre, j'ai besoin de ces deux méthodes. À savoir, si je prends le focus, vous voyez, je crée une bordure. Alors c'est une bordure de type une simple ligne de 1 pixel. Je mets ma bordure dans la même couleur que mon lien. Et
je change la bordure de mon J-label et donc normalement je devrais voir un petit détourage. Qu'est-ce qui se passe si je perds le focus? Je retire la bordure. Parfait. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à tester ce composant et voir si tout fonctionne bien. Alors regardez bien, je vais faire une petite manip là, un petit peu subtile, mais je vous l'explique. En gros, ce projet-là, il ne va pas contenir de classe portant un main. C'est juste un jar. Ça me permet en tout cas de produire un jar qui va contenir uniquement des composants graphiques. Ici, vous retrouvez quelques autres composants graphiques et dans les prochains tutos, je vais en rajouter tout plein. En gros, ce que je suis en train de faire là, c'est de mettre au fur et à mesure tous les composants graphiques que j'ai pu créer au travers de mes différents développements et que je réutilise de certains projets à d'autres. D'accord, je vais tous les mettre ici, vous verrez à terme on aura un certain nombre de composants graphiques. Donc ici, je n'ai que mes composants graphiques. Notez, j'ai ici un fichier build.xml. Ça, c'est ce qu'on appelle un script Ant. Ant, c'est un outil qui permet de pouvoir générer un certain nombre de choses. Ici, je ne veux pas générer grand-chose, je veux juste produire un jar. Bon, qui plus est, ce jar, il est dans un dossier que j'appelle lib. Si jamais le dossier n'existe pas, le système le crée. Si le dossier existe, il ne va pas le recréer. Et puis à partir de là, si jamais il y a la moindre classe qui a été modifiée, il va réarchiver. Ça, c'est ce qu'on appelle une tâche. Cette tâche Ant, cette task, elle s'appelle jar et elle va produire un court components.jar en récupérant tout ce qu'il y a dans bin. Donc en gros, tout ce qui aura été compilé à partir de mon dossier SRC. Donc regardez, si je fais bouton droit et que je dis que j'exécute ça en tant que script Ant, normalement il vous dit qu'il a produit le jar. Pourquoi là il a recompilé? Parce que j'ai fait 2-3 petites modifications, vous avez vu, j'ai supprimé une ligne vide là, et puis j'ai changé le public en private. Bon du coup, ça a reconstruit, ça a refait un build au niveau de mon jar. Donc du coup ici au pire je peux faire un F5. Bon, le fait de faire un F5 à chaque fois là pour resynchroniser, c'est pas très malin. Au pire, quand vous lancez votre script, au lieu de faire run en tant que ant build, vous prenez les external tools configuration et à ce niveau-là, vous pouvez demander à avoir un refresh automatique une fois que le script a fini son exécution. Ce qui veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il s'exécute, il a fait un refresh au niveau de ce dossier-là et donc il connaît éventuellement la nouvelle version du jar. Bon, du coup, je peux copier maintenant ce jar et le mettre dans un autre projet. Donc, regardez ici, je vais faire un projet quelconque, un projet Java. Je vais l'appeler test components. Très bien. Je ne veux pas de module. Pour moi, on fait quelque chose de simple. Et donc, à ce niveau-là, je vais rajouter une nouvelle classe. Cette classe, je vais l'appeler test. Notez que je vais aussi créer dans ce projet un nouveau dossier. Je vais l'appeler lib. Et dans ce dossier lib, je vais y coller le jar que j'ai copié tout à l'heure. D'accord? Donc ce projet, en vérité, il aura très peu de code source, il aura juste un jeu de test et il tire une dépendance sur la librairie. Sauf que là, pour le moment, cette librairie, vous ne la verrez pas dans ce projet-là. Donc si vous voulez que ce projet puisse voir la librairie, il faut faire bouton droit, build pass, add to build pass. Alors j'aime pas trop cette terminologie, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça build pass au niveau d'Eclipse, mais en vérité, ce qu'on est en train de manipuler, c'est ce qu'on appelle plus généralement le class pass. On est en train d'enrichir le class pass de la JVM. Et on rajoute un chemin vers ce jar. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici un lien, c'est pas un lien, mais c'est une représentation un peu logique là, qui vous affiche toutes les librairies connues de ce projet-là. Ce projet, il tire une dépendance sur Core Components. C'est parfait. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir utiliser les classes de ce jar. Bon, par contre, il faut savoir que je suis un gros feignant. Donc j'ai pas envie de taper de code. Donc regardez, je reviens au niveau de mon site. Et donc tout à l'heure, je vous disais que vous y retrouviez tous les exemples de code que je suis en train de vous montrer. Vous y retrouverez notamment un petit jeu de test. Allez, copier, coller. Bon, j'ai gardé le même nom de la classe, classe test. Et donc, qu'est-ce que je fais?
je crée une fenêtre, hein. Une classe test, c'est une JFrame. Cette JFrame ici, donc on a un constructeur. Donc on va construire une fenêtre qui va afficher un petit texte, qui va définir une certaine taille. D'accord, je vais ici récupérer le content pane. Ce content pane, je lui mets une stratégie de positionnement de type flow layout. Hein. Je vous rappelle, un flow layout va positionner les composants graphiques les uns derrière les autres. Il va aussi chercher à retailler ces composants graphiques à la taille minimale en fonction de leur contenu, en fonction de leur texte. Donc ça veut dire que mes composants vont être tout petits. Et j'ajoute 3 composants, c'est histoire de charger un petit peu la fenêtre. Je mets un JButton, une case à cocher, et puis j'y mets bien entendu une instance de type KLink. Alors, je n'ai pas choisi ces composants par hasard. Hein. En vérité, j'ai pris 3 composants sur lesquels je pouvais jouer avec le focus. Je voulais tester l'aspect focusable de mon KLink, donc j'ai mis préalablement 2 autres widgets, 2 autres composants graphiques que je vais pouvoir manipuler via mon focus. Donc très bien, un bouton, une case à cocher, mon KLink. Sur mon KLink, bien entendu, j'ajoute un gestionnaire d'événements. Hein. Et donc, pour enregistrer mon gestionnaire d'événements, j'utilise les nouvelles possibilités qui me sont offertes depuis Java 8, hein, à savoir ici une lambda. Et donc, on ne fait pas grand-chose. Hein. Si je clique sur le lien, j'affiche une petite pop-up qui dit que le lien a été activé. Si jamais ces syntaxes-là ne sont pas claires pour vous, hein, je vous renvoie vers mon tutoriel Swing et je vous conseille très fortement de lire ce chapitre sur la gestion des événements. C'est pareil, hein, on a parlé là d'un flow layout. Si la notion de layout n'est pas claire pour vous non plus, hein, je vous conseille vivement de lire ce chapitre-là. Très bien. Et puis ici, on a un main. Bon, ce main met un look de type Nimbus. Bon, ça c'est un choix, pourquoi pas. Et puis surtout, il crée ma fenêtre graphique et il la démarre. Voilà, j'enregistre tout. Et donc, parfait, j'ai ma fenêtre. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, j'ai mon bouton qui a le focus. Pourquoi il a le petit étourage bleu? Regardez, si j'appuie sur espace, le bouton, je peux appuyer dessus. Si je fais Tab, vous voyez, le bouton a perdu le focus. Maintenant, le focus, il est au niveau de la case à cocher. Si je fais Shift Tab, le focus revient sur le bouton. Maintenant, si je fais 2 fois Tab, je vais d'abord sur la case à cocher, puis sur mon KLink. Notez bien, j'ai détouré mon composant, donc le border là, a bien pris effet. Donc, on a le focus. On voit qu'on a le focus. Si je fais Shift Tab, on revient sur CheckMe. Notez aussi, regardez avec la souris, si je clique sur Push Me, du coup j'ai remis le focus sur Push Me. Là je vais faire pareil, c'est-à-dire que si je clique avec le bouton droit de la souris, on oublie pour le moment la boîte de dialogue, j'y reviens dans quelques instants, mais notez que le focus a été mis sur mon lien. D'accord, donc ça c'était la ligne de code dont je vous parlais tout à l'heure, hein, à savoir le request focus qui est ici. Donc il a bien remis la main directement au niveau de notre composant graphique. Maintenant, je vais vous parler des gestionnaires d'événements. Donc on a dit 2 possibilités. Soit je travaille avec le clavier, soit je travaille avec la souris. Regardez, Tab, je me mets sur mon élément. Espace, j'ai bien un gestionnaire d'événements qui me dit que mon lien a été activé. Donc mon Add Action Listener ici, il a parfaitement marché, hein, et il réagit y compris à une activation du lien par le biais du clavier. Maintenant, si je clique avec la souris, c'est pareil, hein, ça marche aussi, et donc j'ai bien mon link activated. Bon, voilà qui clôt la présentation de ce petit composant. Hein. Donc si jamais sur vos applications vous avez besoin d'avoir des liens hypertextes, soit vous copiez-collez ce jar, hein, vous le récupérez. Alors à savoir, hein, le projet complet, le projet Core Components est disponible sur le site. Il vous suffit de venir ici et vous cliquez sur ce lien-là. Vous pourrez télécharger le zip hein, qui contient les codes sources et le jar. Sinon, au pire, vous copiez la classe hein, et vous la mettez directement au niveau de votre projet. Voilà. Bon, après, si vous avez des idées d'extension, n'hésitez surtout pas, mais dans ce cas-là, hein, dites-moi-le, comme ça, si les idées sont intéressantes, je les intègre moi aussi au niveau de la librairie. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à repartager le tuto. Hein, merci. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, pour un prochain tuto Swing. Le prochain tuto Swing, je vais vous parler de composants en lien avec l'API JDBC. Ce que je vais commencer par faire tout à l'heure, c'est vous montrer
comment afficher le contenu d'une base de données avec une arborescence de ce type-là. Donc ça, c'est le sujet du prochain tuto. Allez, merci de votre attention et à très vite.